Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo. Et bien cette semaine, on va parler de muscles, de désert, de virée au grand air, de un peu de tout, mais vous allez voir, c'est une émission extrêmement musclée avec un casting de choc. Je vous ai bien vendu quand même, non les garçons? Je sais pas. Et les muscles du jour sont à Julien Chiez. Comment ça va Julien? Je sais pas, il faut que je reprenne encore un petit peu le sport, la prépa et l'été, mais ravi d'être là en tout cas pour parler de jeux qui ont l'air vraiment très très chouettes. Ouais. Vous avez sur ce plateau aujourd'hui les deux personnes que je jalouse le plus. Vous allez vite comprendre pourquoi, parce que face à Julien, il y a le sieur Panta. Bonjour, très heureux d'être là. Et moi, je me suis mis en plus en roleplay. J'ai fait du déménagement juste avant de partir tester ce dont on va parler. Donc niveau muscle, tu es très très bien. J'étais pas mal. Voilà. Ces deux jeunes hommes ont eu la chance d'aller voir un jeu que j'attends énormément cette année. Oui, peut-être même plus que GTA 6, il faut que je l'avoue, qui maintenant est passé en 2026, donc de toute façon, ça t'arrange. Ça m'arrange énormément. Mais voilà. Mais avant ça, on va parler de la grosse sortie de la semaine, le retour d'un homme très très musclé, lui. Voilà. C'est Doom. C'est parti pour l'actu à chaud. Et oui, voilà, c'est le retour de Doom, The Dark Ages, qui sort ce 15 mai sur console et PC. Et je voulais qu'on s'arrête sur ce jeu qui, Julien, je peux le dire, a marqué quand même l'histoire du jeu vidéo. Sorti en 1993, on le doit à l'époque à John Romero et John Carmack notamment. Alors, ils étaient 4, mais c'est les deux noms principaux. Pourquoi ce jeu, il a autant marqué? Aujourd'hui, quand on parle d'open world, on dit souvent GTA-like. Mais à l'époque, on disait les Doom-like pour ce genre, donc jeu de tir à la première personne, ultra bourrin, on peut le dire, hein, très décomplexé, très musclé, parce que c'est visiblement la thématique du jour. Et vraiment, il a mis les lettres d'or de ce genre-là. Et depuis, ça a fait florès, il y en a eu énormément. Et je trouve que finalement, si on doit revenir sur son ADN, c'est un mec pas très subtil, qui généralement a des gros fusils, voire même des tronçonneuses, qui rentrent dans l'art directement de ses adversaires. Et plusieurs décennies plus tard, on y est toujours, hein, parce que le Doom Slayer, et il rigole pas, absolument pas. Il est toujours pas en finesse, ce non, Slayer. C'est pas le genre de la maison, et je pense que ça fait partie aussi un peu de son charme. Panta, toi, quand on te dit, on considère que c'est le patron du FPS, celui qui lui a vraiment, comme a dit Julien, donné ses lettres de noblesse. Ça te semble... Ça me semble légitime. Alors bien sûr, après, il y a eu énormément de jeux qui ont apporté aussi leurs lettres de noblesse au genre. Je pense à Half-Life, qui a scénarisé beaucoup. On est passé d'un genre qui était extrêmement bourrin à un truc qui peut amener de la subtilité et du scénario. Mais c'est vrai que Doom, notamment avec son reboot en 2016... on garde toujours le leadership sur le FPS ultra vénère, ultra dans le sensationnel, très spectaculaire. Et on a eu en 2020 Doom Eternal qui était incroyablement mobile et fluide dans son gameplay, dans sa progression. Et là, Bethesda remet une couche avec ce Dark Ages, avec quelque chose de plus posé, de plus brutal. Moi, je suis assez d'accord. J'ai trouvé, pour y avoir joué aussi, qu'il y a quelque chose un peu de tank. Il est ancré. Il est au sol. Posé au sol. Il est au sol. Il y a plus cette verticalité qu'on avait un peu dans les précédents, très nerveuse. C'est normal, c'est le Moyen-Âge. C'est-à-dire que c'est la préquelle de ce reboot, de cette nouvelle trilogie. Donc là, on vient vraiment à la genèse de ce personnage, le Doom Slayer. Et donc, c'est un peu médiévalo, futuristo, fantasy. Voilà. Et donc, c'est la grosse nouveauté, c'est un énorme bouclier tronçonneuse. Il ne l'a pas perdu, là, qui s'enroule autour de ce bouclier. Très classe. Et il faut vraiment aller au contact. Et c'est vrai, Panta a raison, on est un peu moins sur la verticalité, les mouvements extrêmement nerveux. Tu le dis, c'est un tank, mais il va en façade. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'il y a énormément de codes couleurs sur les tirs des adversaires. Il y a les verts, il y a les rouges, etc., qui sont autant en fait d'indices pour le joueur des tirs qu'on va pouvoir parer, renvoyer, qu'on doit esquiver. Donc c'est un jeu aussi dans lequel ça requiert quand même beaucoup de réflexes et qui a une courbe de difficulté qui est quand même très relevée. Et ce que j'apprécie à titre personnel, c'est que c'est un jeu aussi qui est très paramétrable. C'est-à-dire que dans les menus, on a énormément de choix de difficulté et de ce qu'on appelle les fenêtres en fait, dans lesquels on va pouvoir renvoyer les coups, etc. Donc finalement, on peut l'adapter à son style de jeu, et ça, je trouve que c'est une force.
Ouais, Pantin. Moi, je le streamais hier sur ma chaîne et j'ai quelqu'un qui m'a dit moi je le joue en ultra difficile et en vitesse 120%. Et là, c'est un vrai challenge. Oh, et nervosité c'est trop max. cool. Exactement. Et tu le disais, c'est un tank mobile. Ça se voit dès qu'on fait un saut en fait. Je sais pas si vous avez remarqué, dès qu'on tombe au sol, on fait un boom, ça détruit tout sur le passage. Et d'ailleurs, c'est l'une des nouvelles features, l'une des nouvelles fonctionnalités qu'ils ont ajoutées à cet épisode, c'est que tout est destructible. Aussi bien au niveau des décors qu'au niveau des personnages sur lesquels on tire. Il y a vraiment la sensation de déchiqueter les monstres. Oui, mais moins gore qu'avant. Enfin, moins gore. Alors, Oui, sur les finishes, t'as raison. Je relativise, mais pour moi, dans mon souvenir, et pour avoir joué au tout premier, donc en 93, parce que j'avais presque l'âge d'y jouer, presque. c'était très, très... Enfin, Doom, ça avait la réputation d'être très violent, très gore aussi, quelque part. Là, j'ai envie de te dire que c'est presque sobre quand on découpe les jambes à la tronçonneuse. T'as plusieurs gameplays différents. T'en as des un peu exotiques, un peu nouveaux. T'en as un où t'es en dragon, etc. Mais t'en as un autre, une espèce de méga colosse là. T'es un méca, là. Où on avance. Moi, ça m'a fait penser un peu à Pacific Rim. Oui, et là, je peux te dire, par exemple, qu'à chaque coup bien bourrin, t'as les lambeaux de chair de l'adversaire qui partent et qui se déchiquettent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le squelette. Je veux dire, en termes de violence et de brutalité, on est quand même à un niveau assez relevé, quoi. N'oublions pas que c'est Doom 1993 et Mortal Kombat à l'époque qui ont aussi poussé aux États-Unis à créer la réglementation de classification par âge SRB, qui a depuis donné chez nous le PEGI et tout. C'est Mortal Kombat et Doom qui était réputé violent parce que le jeu a aussi fait parler de lui à l'époque parce qu'il avait cette violence intrinsèque. Et quand on regarde les images aujourd'hui, on rigole, mais à l'époque, c'était une forme de violence. Bien sûr. Et tu fais bien de le dire, je te trouve assez clairvoyante là-dessus sur le côté, c'est moins violent qu'avant dans le spectacle. Oui, spectaculaire. Parce que en fait, ils ont retiré un truc qui, moi, me fait mal au cœur, c'est qu'il n'y a plus les exécutions, tu sais, ultra spectaculaires. Maintenant, c'est juste un coup qui rentre totalement dans la boucle de gameplay. Mais on a moins ce côté très spectaculaire de je fais un finish move, bam, j'arrache le bras, je le tape. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a en fait, mais c'est contre les boss, tu vois. Contre les vraiment très très gros personnages. Mais effectivement, avant c'était très. Avant, on déchiquetait tout le monde. Ouais, c'est ça. Et moi, j'adorais ça. Et là, ils l'ont retiré. Et je suis un peu triste. J'ai plus mon gameplay qui est ultra violent, ultra rapide, avec ces petites pauses scénaristiques où on baffe les ennemis avec leurs propres bras. Donc voilà, je suis un petit peu chafouin là-dessus. Je n'imaginais pas comme ça. Mais on parlait de ce qui avait fait la force de Doom, les bases. Est-ce que vous trouvez que dans celui-ci qui revoit un peu la recette, on retrouve quand même certaines bases du jeu, je pense le côté un peu énigme, labyrinthe, les clés. On peut se balader plus. Il y a pas mal d'à côté. J'ai retrouvé assez d'origine par rapport à Doom Eternal dont on parlait. C'est pas un open world parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui c'est tellement la mode que les gens se disent alors attends, il y a des zones ouvertes. C'est plus ouvert. Voilà, c'est plus ouvert. Du coup, il y a quand même pas mal de choses annexes aussi à trouver. La durée de vie est raisonnable, c'est une petite quinzaine d'heures si tu veux faire vraiment l'histoire principale et plus après. Honnêtement, tu peux te balader. Il y a des quêtes, des zones à aller débloquer. Et il y a eu un focus quand même, alors qui je trouve est pas incroyable, ne l'attendez pas à une histoire grandiose, mais il y a quand même une volonté de plus raconter l'histoire, l'origine en fait du Doomslayer, c'est le côté un peu justement préquel, pourquoi il est là, les enjeux, etc. Bon. Est-ce que c'est ce qu'on vient chercher dans Doom ? Visiblement, vous écoutez pas forcément, mais je trouve que ça lui permet d'avoir une espèce de lien comme ça. Une petite originalité, et ça nous explique aussi pourquoi on a un perso qui est somme toute hyper fort, hyper imposant, avec un arsenal démentiel, alors que la suite de l'aventure, c'est qu'il est un peu sans rien, quoi. Dans le Doom 2016, on commence au tout début. Alors pourquoi est-ce que là, dans la préquelle, on a quelqu'un qui est extrêmement fort, extrêmement doté en termes d'arsenal ? Est-ce que c'est un bon Doom ? Franchement, je pense que les méga hardcore des deux précédents volets de ce reboot de trilogie vont peut-être trouver qu'il est un peu moins nerveux, un peu moins à verticalité, ça va peut-être leur manquer un peu. Pour le reste, là vraiment pour en avoir parlé avec des gros amateurs de la saga et tout, ils ont quand même retrouvé vraiment les fondamentaux et ils se sont éclatés. Donc parce qu'il y a aussi pas mal de petites choses en plus, le dragon, même si c'est pas central, ça apporte un peu de fraîcheur et tout. Et je pense que c'est un épisode qui va aussi aller chercher un peu un autre public. Et donc c'est un épisode un peu d'ouverture, je pense. Je suis assez d'accord avec ça. Je pense que tu as totalement trouvé les termes. C'est un épisode qui va être peut-être un peu moins bon que le précédent, qui était vraiment
je trouve personnellement le summum, le nec plus ultra de la formule du reboot 2016. Là, on va essayer de chercher d'autres publics. On va essayer d'avoir un jeu qui est peut-être plus pensé pour la console avant d'être pensé pour le PC en termes de contrôle. On est moins dans la mobilité, dans les double dash et tout ça. Et donc, on a un excellent jeu. Nous, c'est pour ça qu'on a mis 17 sur 20 sur jeuxvideo.com. Le précédent, c'était moi qui l'avais noté il y a 5 ans, j'avais mis 18. Donc on est un petit peu en dessous, mais on reste quand même dans de l'excellence. On est sur id Software qui est au top de ce qu'ils savent faire. Et voilà, maintenant c'est peut-être la fin d'une ère. Et il serait peut-être temps d'aller embrayer sur un nouveau reboot, je sais pas, d'ici quelques années. Le reboot du reboot. Alors, bien. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup aimé cet épisode qui m'a réconcilié avec ce que j'avais découvert dans les premiers. Je suis d'accord, je pense qu'il est beaucoup plus abordable que les deux derniers. Mais les joueurs d'origine de Doom vont retrouver le côté un peu... Ouais, puis alors, Mélinda, si tu te mets en ultra cauchemar. Non, mais moi, je fais pas ça. Bon, ça va, le défi, tu l'as, la frénésie, tu l'as, voilà, le côté démoniaque du moi, jeu, il est bien dans présent mon niveau quand même. standard, j'étais très bien. Mais voilà, mais j'ai beaucoup aimé, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien la DA de ce, la musique de ce aussi jeu, la cool, musique. même si c'est plus Mick Gordon. Ouais, mais tu vois, il y a quelque chose de toujours nerveux. Enfin voilà, je trouve que pour les gens qui aimaient bien Doom, qui auraient délaissé la licence depuis quelques années, ils peuvent y retourner. C'est assez appréciable. Voilà, Doom The Dark Ages, dispo PS5, Xbox Series et donc PC. Et Game Pass. Et Game Pass. Et Game Pass, n'oublions pas, puisque c'est un jeu Bethesda, en effet. C'est plus le fait de le donner sur PS5 maintenant qui fait bizarre quand c'est un jeu Bethesda, mais oui, il a le droit aussi. Surprise. On va passer à une grande question. C'est que maintenant que 2025 est débarrassé de GTA 6, de l'épouvantail, est-ce que ça va être un Big Bang pour les autres ou ça va être un gros bazar Pour commencer, un jeu qui va arriver très très vite et qu'on attendait tous, surtout moi, donc vous avez compris, ces deux messieurs ont eu la chance de pouvoir jouer 30 heures, excusez du peu, à Death Stranding 2 on the Beach. Voilà, je suis extrêmement jalousie, mais vous allez tout me raconter. Lequel de vous deux s'attaque pour nous raconter comment ça s'est passé? Julien? Vas-y, Julien. C'était objectivement une expérience parce qu'on a été vraiment dans les studios de Kojima Productions plusieurs jours, parce que en 30 heures de gameplay vraiment pur, ça se fait pas en un claquement de doigts. Et donc vraiment en immersion, on avait un peu l'impression quand même de bosser là-bas, tu vois. On avait le petit badge, tous les matins on pointait, on repartait. On avait interdiction d'avoir notre téléphone portable, notre ordinateur, etc. Ah ouais, on prenait des notes manuscrites et tous les soirs, moi, je retranscrivais, etc. Parce que c'est vrai qu'on a vu énormément de choses. Donc c'est vraiment les 30 premières heures du jeu. Et j'ai trouvé que Death Stranding, premier du nom, était vraiment une expérience radicale qui avait un propos extrêmement fort, quelque part avant-gardiste, puisqu'il est sorti quelques mois avant la pandémie, la crise Covid, etc. En 2019. Qui nous a retrouvés finalement dans un monde qui ressemblait un peu à l'état d'esprit de Death Stranding au final. Et donc là, 5 ans plus tard, le pitch a un peu changé. Parce que dans le premier, c'était il fallait se connecter. Et là, c'est est-ce qu'on a eu raison de se connecter? Donc ça pose quand même une question. Généralement, il y a une réponse qui est attendue, qui n'est pas forcément oui. Quand on connaît Kojima, ça peut exactement. pas être oui tout court. Et j'ai trouvé que passer, on va dire, qu'on pourra considérer un peu comme le prologue qui remet les bases, qui est là comme une sorte un peu de grand tuto pour réhabituer les gens qui l'avaient fait, ou bien embarquer ceux qui n'avaient pas connu le premier. On part dans des lieux très différents, avec une variété d'environnements qui manquait peut-être un petit peu au premier, et que là on retrouve quand même beaucoup plus dans cette suite. Et j'ai trouvé que les enjeux, la narration, étaient rapides, maîtrisés, et d'une certaine manière plus clairs que dans le premier, qui partait quand même sur énormément d'éléments à amalgamer. Alors, c'est aussi peut-être parce que, ayant fait le premier, il y en a pas mal que je connais maintenant, tu vois, tout ce qui va être le réseau chiral, toutes les connexions entre les personnages, les échoués, et tout ça. Mais je trouve que ces premières sensations m'ont donné une petite vibe Metal Gear que, à titre personnel, j'apprécie. Et c'est pas un hasard, puisque le père de Death Stranding, c'est le père de Metal Gear, c'est Hideo Kojima. Et c'est vrai que dans le premier, bon, on sentait l'affiliation, mais très en sous-texte. Là, j'ai l'impression qu'il se lâche beaucoup plus. Quoi. Dès le trailer qu'on avait vu, justement, les images de ce trailer qu'on a vu, ce personnage qui va mettre un bandeau à un moment à la Metal Gear. Mélinda, nous avons joué cette séquence. Mais nous ne dirons rien parce que nous respectons les gens qui nous écoutent et on n'a pas envie de nous spoiler. Attendez que l'émission se termine. Toi, en première, cette séquence est folle. Folle. Visuellement, en termes de gameplay et de ce qu'elle sous-entend pour la suite. Je les ai invités, mais ils m'énervent déjà. Panta, est-ce que tu peux résumer à peu près l'histoire de Death Stranding 1 et 2 pour les gens qui ne connaîtraient pas? Et est-ce que c'est facile d'arriver dans le 2 quand on n'a pas fait le 1? Alors,
je vais commencer par est-ce que c'est facile d'arriver dans le 2 si on n'a pas fait le 1 ? La réponse est oui, parce que c'est plutôt bien fait. On sent vraiment que Kojima a fait en sorte de rendre le 2 exploitable et accessible, surtout pour les novices ou pour ceux qui ont la flemme peut-être de se taper les 60 heures de balade à équilibrer son pactage avec ses deux mains dans Death Stranding 1, ce qui faisait... C'est quand même un jeu FedEx, mais dans le sens premier du terme. Bien sûr, et c'est un jeu ça reste ça. Ça reste ça globalement, mais comme tu le disais Julien, tout est bien fait pour accompagner tout le monde. Dès que tu lances le jeu, il y a un petit résumé du 1 qui est accessible dès le menu principal, et puis comme tu l'as dit, le premier chapitre c'est vraiment Death Stranding 1 en accéléré, en condensé, en 4 heures, tu as fait globalement le tour du gameplay du 1. Maintenant, sur l'histoire, c'est assez balèze. Et après le deuxième jeu, c'est intéressant. Moi j'ai trouvé que c'était plutôt cool ce qui s'y passe. Moi j'étais un peu en mode, bon, quand est-ce que ça commence ? Parce que Death Stranding 1 je connais, passons au 2 s'il vous plaît. Death Stranding 1, au final, quand on a écrit, Julien et moi, sur Death Stranding 2, notre expérience, je pense que toi aussi tu as eu le même effet, c'est que c'est compliqué de se dire, bon alors, ok, il faut que j'arrive à parler aussi aux novices, parce que Death Stranding 1, mine de rien, c'est quand même un sacré délire. C'est un délire, c'est un univers, il y a tout. C'est au-delà de l'histoire complètement barrée, on est sur un univers. C'est globalement un monde où il y a un cataclysme inexplicable et inexpliqué, en tout cas au début, qui fait que le monde des morts déborde sur le monde des vivants. Donc quand les gens meurent, en fait, ils vont pas dans ce que la croyance populaire considère comme étant l'au-delà. En fait, leur âme reste et hante, en quelque sorte, le monde des vivants. Ce qui peut entraîner d'autres morts, ce qui peut avoir un effet boule de neige qui est catastrophique. Donc en fait, c'est un ensemble de phénomènes. Il y a la pluie qui fait vieillir et qui tue toute forme de vie. Il y a des échoués, donc des créatures un peu, des esprits qui vont essayer de récupérer des corps vivants parce que c'est leur nature. C'est des esprits sans corps, donc ils ont besoin d'un corps vivant pour renaître. On a un monde des morts, on a un entre-deux. C'est un peu comme le purgatoire et le paradis. Il y a ce qu'on appelle la grève, qui est une sorte de plage dans laquelle tout le monde est en noir et blanc. Donc c'est un ensemble de concepts métaphysiques qu'on va découvrir pendant 60 heures durant le premier jeu et qui, sur ce deuxième jeu, sont un peu les acquis. Donc, on part de ça, vraiment. On part de ça et après on déroule. Et on a des nouveaux événements, on a des nouveaux phénomènes. Il y a des gens qui sont sensibles à ce monde des morts, qui sont connectés à lui. Il y a cette histoire des bébés qu'on va porter en capsule. Le fameux bébé bébé du premier. Qui n'est plus en capsule. Qui n'est plus en capsule. Voilà, c'est décapsulé. Qui s'appelle Lou. Et qui est trop mimi et qui nous aide du coup à détecter les échoués. Donc on est sur ce genre de concept un peu métaphysique. Et puis on a tout le mystère qui enrobe ce fameux lien avec Metal Gear. Peut-être qu'il y a, je sais pas, un peu plus que des rêves, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a ce fameux Nil. Ce teasing de folie que vous faites. Il y a ce fameux personnage. Soyons honnêtes, on ne le sait pas encore. Après 30 heures de jeu, on ne le sait pas. C'est ça, parce que nous aussi, il y a des éléments. Nous aussi, on nous a coupé un petit peu vol. Au moment où on commence à avoir des théories, à se poser plein de questions, et on est plus tendant. Kojima essaie de nous raconter son histoire que Kojima essaie de faire le lien qui est pas toujours extrêmement subtil. Enfin, c'est référencé, hyper référencé tout le temps. Et vraiment, si vous êtes fan de Metal Gear, vous allez vous dire, je vois la ref, je vois ce que tu essaies de faire. Et ça se passe et dans le narratif et dans le gameplay, parce que, comme tu le disais Julien, on fait vraiment le lien entre les premiers amours de Kojima, c'est-à-dire le espionnage tactical action, donc ce qui était les fondements de sa saga Metal Gear. Qu'il a laissé à Konami. Parce qu'il y a eu énorme divorce en 2015. Et là, on sent qu'on n'est plus dans la ref. On est dans, je me réapproprie le genre que j'ai fait naître et que j'ai popularisé, c'est-à-dire l'espionnage tactique en jeu de tir à la 3e personne. Et on sent que côté gameplay, il y va, quoi. Il vraiment. Vous ne pouvez pas parler du casting, je sais. Mais on peut en parler. On ne peut pas parler de la musique, par contre. Sa musique, vous pouvez pas parler. C'est la musique, malheureusement, qui pourtant est exceptionnelle. J'imagine, la première, moi, j'écoute encore la BO du premier, donc j'imagine sans peine que, connaissant Kojima, sur la deuxième, ça doit dépoter. Déjà, on sait qu'il y a Woodkid. Oui, mais c'est le seul qu'on sait. C'est le seul qu'on a le droit de dire. Et qui est complètement dans le mood global. Tout à fait. On a toujours Norman Reedus. On a toujours Léa Seydoux. Et alors Léa Seydoux, je trouve qu'il a vraiment un rôle qui a pris en ampleur, qui est vraiment l'un des personnages centraux de cet épisode. Qui faisait fragile. Et qui est alors modélisé comme tous, parce qu'en fait tout a été repris. Ils ont tout remodélisé. Ils ont tout remodélisé en fait. Ils sont allés en Serbie chez 3 Lateral, qui est une société qui appartient à Epic Games et qui fait les MetaHuman. Et en fait le moteur de Death Stranding 2 et 1, c'est le moteur de Guerrilla, le Decima Engine qui a fait Horizon par exemple, sauf que là c'est la version nouvelle génération, upgradée, et en plus les personnages sont tous en MetaHuman.
c'est à tomber par terre. Vraiment, Metahumans, c'est l'outil de Epic pour faire de de l'Unreal Engine 5, entre l'ultra-réalisme autres. C'est exactement. des personnages. Et je veux dire, regarde les images. Mais c'est du film. C'est en fait, moi je trouve que c'est dans la subtilité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de faire des grands mouvements de bras et tout. C'est avec des petits regards, des petits trucs qui vont faire que tu n'es pas obligé de dire qu'est-ce que tu ressens. Tu le vois et donc tu le sens et donc c'est plus subtil et le jeu d'acteur est bien plus précis. Kojima est un grand fan de cinéma. Ah oui, c'est évident que là, je pense qu'il a vraiment trouvé son côté réalisateur de films. Là, il est au Festival de Cannes pour le jeu. Voilà, pour le jeu et c'était très intéressant d'avoir un échange avec les équipes de Kojima Productions. Ils nous ont dit que par exemple, ils ont été rescannés pendant 3 jours complets. Les acteurs, Léa Seydoux et d'autres ont même été scannés leur dentition chez un cabinet dentaire exprès pour avoir vraiment le réalisme au top. Et c'est très important parce que vous connaissez Death Stranding, c'est un jeu où les gens sont très émotifs, ils ont même des allergies chirales, donc ils pleurent, donc il y a des séquences vraiment où on va essayer de vous tirer à vous aussi les larmes. Et perso, ça a marché 2 fois durant les 30 heures, j'ai une petite larme qui a coulé, petite allergie chirale moi aussi, mais c'est vrai que c'est flagrant à quel point les émotions arrivent à passer à travers l'écran. On a vraiment des séquences fortes entre deux personnages, on voit le passé, le background de certains personnages qu'on va rencontrer, qui ont des backgrounds assez tragiques à chaque fois, et c'est vraiment, ça vous prend aux tripes, quoi. Avec la musique et tout, vraiment, c'est un mix hyper habile. C'est beaucoup plus dans l'émotion que le premier, ce que vous avez vu. Alors le premier était quand même déjà beaucoup dans l'émotion. Mais là, je trouve que ça va vite, c'est direct, très rapidement, il se passe des choses très impactantes, très fortes, qui vont te faire réagir, et beaucoup de gens. On est sur un jeu qui, objectivement, est quand même aussi vachement sur la paternité, etc. Parce que ce Sam Porter Bridges qui a cet enfant-là, et je pense que les parents vont réagir d'autant plus. Et alors, je dis juste un truc important, c'est que l'une, peut-être, pour certains joueurs, des faiblesses du premier, c'était que c'était très centré justement sur les livraisons, et que la partie action était quand même un peu en dedans, elle était un peu marginalisée, mais c'était le postulat, en fait. C'était la corde qui reliait les gens et le bâton, on le mettait un peu de côté. Bah là, le bâton, il est quand même bien revenu, et je pense que Kojima a aussi écouté justement le retour, et donc chaque séquence d'action, et il y en a quand même beaucoup, ont 3 manières d'être abordées différemment. Soit on peut complètement la contourner, et moi ça m'est arrivé par exemple, et en retournant sur les autres personnes qui jouaient, de faire c'est quoi cette cinématique? Je ne l'ai pas vue. Tu l'avais pas vue? Non, parce que moi j'ai contourné la zone un peu chaude et c'était possible. Mais donc il y a une évolution du jeu à ce niveau-là. Soit on peut le faire vraiment en infiltration, et là on revient vraiment sur du Metal Gear, soit beaucoup plus frontalement avec usage de fusils, revolvers, etc. Beaucoup plus que dans le premier, avec vraiment, pour les connaisseurs, du MGS5 à gogo, que ce soit dans les petits ralentis avant les tirs, que ce soit dans les mouvements, même dans les animations, c'est clairement ça, le clin d'œil est évident, et c'est assez agréable manette en main. Et l'autre point aussi sur les livraisons, c'est que vraiment dans le premier, surtout sur les livraisons un peu chaudes, il fallait vraiment se préparer, et si tu n'étais pas bien préparé, c'était vraiment tendu. Là, j'ai eu la sensation que même un peu moins préparé, ça passait. Donc, le niveau d'accessibilité a été quand même revu sans dénaturer le jeu. Ça reste aride, ça reste assez radical, il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est un peu plus rendu, un peu plus pour que l'histoire puisse avancer aussi. Après, tu as des modes de difficulté qui, nous, je sais qu'on a joué en normal, et c'est vrai que moi, par exemple, je me suis dit, bon, je vais escalader la plus haute montagne du jeu sans matos. Et j'ai réussi à le faire en 20 minutes sans matos, quoi. Alors que ça me paraissait impensable dans le 1. Tu vois ce plan-là? Je l'ai vu. Donc, le plan là, au-dessus des nuages? Ouais, c'est ça. Moi, j'étais au-dessus des nuages. Et c'est vraiment comme ça. Et c'est vraiment comme ça. C'est pas genre le trailer, là. C'est comme ça dans le jeu. C'est vraiment superbe. Tu as des caméras parfois que tu peux déporter un peu en mode drone pendant que tu fais ta petite balade. Tu profites de la distance d'affichage hallucinante. Mais c'est vrai que c'est plus facile d'accès. C'est plus ouvert en termes d'action aussi. Et puis, c'est un scénario qui est un peu plus centré autour des personnages et des échanges entre eux. C'est vrai que le 1, on était beaucoup dans l'histoire de Sam Porter Bridges. Là, on est plus dans un crew qui va se balader à bord de ce magnifique vaisseau en tête de Metal Gear Rex. Qui s'appelle le Magellan, et donc tout cet équipage va former un petit peu la bande. Il est moins tout seul que dans le, premier. On a beaucoup plus de cutscenes avec d'autres gens, donc là on va être beaucoup moins isolé, et ça c'est cool. Et même au niveau des livraisons, on a la trame principale, mais on a aussi plein de preppers, donc des gens qui sont dans des hubs un peu disséminés par-ci par-là, qui vivent leur vie et qui vont avoir leur thématique, leurs petites quêtes à vous livrer, qui sont toutes liées à l'identité de ces preppers. On a là aussi pas forcément le droit d'en parler, donc je vais
restez vague. Il y a des visages connus. Voilà. Voilà. Il y a des visages connus. C'est ça où je me demandais sur le casting, il me semblait bien qu'il y avait C'est des ça. choses qui étaient top secret. On dira pas qui, mais par contre, les quêtes qui vous livrent sont toutes thématisées. Et souvent, ça vous débloque des grappes d'objets qui peuvent, par exemple, vous servir à être plus efficace en infiltration, plus efficace au corps à corps, plus efficace en armement. Donc là-dessus aussi, on va avoir cette envie de laisser de temps en temps la quête principale de côté et d'aller se faire 2-3 missions de preppers pour débloquer des trucs rigolos, des cutscenes exclusives. Et c'est assez stylé. Ça va faire 90 heures ce Et jeu. tu disais rigolo. Je trouve que beaucoup plus que le premier. Ouais. Là encore, Kojima revient à son ADN, qui a toujours été de mixer de la politique, de l'histoire, du gameplay super sérieux et De des l'absurde. trucs what the fuck total, où tu fais ça sort d'où. Et là, on a vécu des choses qu'on n'a pas le droit de dire là encore, mais où tu dis mais ça sort d'un cerveau étrange. Ouais, ouais. C'est à mourir de rire. C'est waouh, les gens vont C'est halluciner. Kojima. Quoi. C'est Ouais. Kojimesque, Kojima. complètement Dernière Kojimesque. question sur ce sujet-là, parce qu'en plus on aura fait finalement toute la deuxième partie. Est-ce que c'est un GOTY potentiel? Ah. Vas-y, Julien. Vas-y Julien. Julien, Bah, disons que l'année, elle est tellement riche en GOTY potentiel que, à l'aune de. Alors, pour répondre à la question que tu avais émise, en 30 heures de jeu, on a fait entre 40 et 50% du jeu, seulement, sur la trame principale. Donc ça veut dire que là, on part sur une aventure d'une 60aine d'heures de jeu. Donc c'est difficile. Pour moi, il me manque encore des éléments. Si ça avance fortement dans le sens où j'imagine, alors là, on peut avoir la tête qui se retourne. Et là, je te dirais, GOTY potential total. On est dans la droite lignée du premier. Donc ceux qui ont adoré le premier, je vois peu de raisons pour lesquelles ils seraient réfractaires à celui-là. Et je pense qu'il est plus accessible que le second. Donc pour moi, oui, il a beaucoup d'éléments qui lui permettraient d'être haut. Maintenant, il faut qu'il confirme dans les 30 heures suivantes. C'est exactement ça. Là où je mettrais une petite réserve, c'est sur l'approbation des fans du premier, parce que comme tu le disais au début, c'est un jeu qui est beaucoup moins radical, il y a un parti pris qui est beaucoup moins extrême dans le game design. Ça peut-être l'ouvrir à plus de gens. Le premier avait été accusé d'être un peu niche. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ils sont un peu allés à reculons au début et qui, au final, se sont dit mais en fait, cette expérience, c'est vraiment l'une des meilleures de mon existence de joueur, parce qu'il y avait ce parti pris. Là, on est moins là-dedans. Moins, mais quand même. Hein. On est moins, mais quand même. Ça reste radical. Mais il y Pour a un quand très même grand public, il y a quand même encore, c'est beaucoup de rouages, beaucoup de trucs à comprendre. Mais il y a plein de trucs qui sont un petit peu mis de côté. Je pense par exemple à la possibilité de se téléporter, l'importance un peu moindre de bâtir des routes tous ensemble pour mieux évoluer. Ça, parce que ça, c'était un des points. C'était un des points centraux. Ça y est, mais vu que tu peux te téléporter, il y a moins cette nécessité, je trouve. Oui, mais alors justement, je trouve qu'il y a des petits éléments subtils, parce que parmi les nouveautés, effectivement, on peut se téléporter et on peut même avoir un petit baladeur qui te permet d'écouter de la musique, ce qu'on pouvait pas faire avant. On pourrait donc se dire ah ouais, mais ça va casser le côté, on est tout seul et machin. Ouais, mais sauf que le baladeur, il faut être dans les zones chirales reliées, donc c'est pas toujours le cas, donc parfois tu peux pas l'utiliser. Et le Magellan, souvent le truc est un peu cassé, donc il marche plus, donc il faut y aller quand même. Donc justement, il joue avec ça, il te donne des possibilités, mais il te les retire, etc. C'est Kojima. Donc c'est Kojima. Ouais, non, mais bien sûr. Mais t'as tout à fait raison. On attend encore de voir quels vont être les leviers narratifs. Et vers où vous allez. Est-ce que le game design va se transformer? Est-ce qu'il va nous faire une Metal Gear Solid 2 où on a caché un premier héros et un deuxième héros et en fait on vous fait croire que vous allez jouer avec lui, mais en fait non. On ne sait pas tout ça. On ne sait pas pour l'instant. Et tant mieux quelque part. C'est ça qui est excitant. C'est-à-dire que déjà en 30 heures, vous nous avez quand même donné sacrément envie. Donc j'imagine si vous aviez fait tout le jeu, ce serait terrible. Mais en tout cas, merci pour ce partage d'expérience. Alors on est arrivé quand même assez loin dans l'émission. Je ne pensais pas qu'on passerait autant de temps sur Death Stranding 2, mais je suis ravie. Est-ce qu'il y a un jeu que vous voyez dans ce qui est déjà annoncé qui pourrait faire de l'ombre? On sait qu'il y a Dune Awakening qui arrive en même temps, Ghost of Yotei en fin d'année. Faire de l'ombre à ce Death Stranding, Death Stranding. Bah, il y a beaucoup de suites très attendues qui arrivent. Tu disais Ghost of Yotei à titre personnel, comme j'aime beaucoup le Japon. Il y a The Outer Worlds 2 que moi j'aime beaucoup. Worlds 2, mais tu vois, tout ça, c'est beaucoup de suites. C'est pourquoi, je me permets de le glisser, Clair-Obscur, Expédition 33 a définitivement toutes ses chances de bien figurer au Game Awards et je m'en réjouis d'emblée. Donc oui, on est sur une très très bonne année et je trouve qu'en fait c'est très bien que GTA 6 ait été décalé parce que ça va permettre aussi de profiter de tous ces jeux qui sont des jeux au long cours. Là on parlait de la durée de vie de Death Stranding qui va être consistante. Il y a tout l'été pour le faire, on rappelle, il sort le 26 juin. 26 juin, c'est ça. Et puis il y a Nintendo qui sort quand même une Nintendo Switch 2 dans laquelle on va avoir du Mario Kart, du Donkey Kong, etc. Donc, je crois qu'on va pas s'ennuyer en fin d'année. Non, et puis tu as aussi eu, c'est une année qui a été très riche déjà. Split Fiction, Kingdom Come Deliverance 2, on va avoir Monster Hunter Wilds. Monster Hunter Wilds.
puisqu'on parlait de Kojima, on va avoir Metal Gear Solid 3 Delta aussi, Ouais. qui va être là. On a du Mafia, on a du Crimson Mafia, Desert il a l'air aussi. incroyable. On a Mafia. Crimson Desert. J'avoue que Mafia The Old Country, on a enfin vu un trailer, on a enfin une Le date de gameplay. sortie au 8 août. Mhm. Franchement, moi, c'est un jeu que j'ai coché sur mon calendrier. Ah, mais hein. totalement, Mm. et je trouve en plus que leur positionnement, alors tarifaire, puisqu'il va être vendu à 50 €, hein, Ça, c'est conditionné par le fait que c'est un jeu linéaire, on sent très bien que là on va être sur une quinzaine d'heures de jeu dingue. Il y a une peut-être. petite vibe Uncharted, moi, je trouve. Ouais, totalement Ouais. sur certains sur plans. le évidemment. visuellement, sur Mais la je veux façon dire, dont c'est il est bien en présenté. fait. C'est bien que l'industrie du jeu vidéo panache aussi son offre et les méga gros blockbusters avec 100 heures de jeu, etc. Des expériences plus ramassées, mais peut-être aussi plus maîtrisées en termes scénaristiques. Mhm. Parce que parfois, tu sais, quand tu dilues, l'expérience, elle n'est pas Tu forcément perds un peu, meilleure. ouais. Donc, moi, je trouve que là, vraiment, on a un planning extrêmement relevé pour les Ouais. 6 prochains mois. On va Et puis, pas s'ennuyer. T'as des petites surprises aussi. On sait que Hollow Knight Silksong est Ouais. très attendu par la communauté des fans de jeux indé et de roguelite. Donc c'est aussi un jeu qui va peut-être faire la surprise. Tu l'as dit, on a du clair-obscur, on a eu Blueprints aussi, Oui. surprise venue de nulle part. Donc on a vraiment une année qui est extrêmement riche et qui va parler à tous les publics. Il y a un peu de tout. C'est vrai que dans tout ce qu'on voit arriver, il y a tout. Et puis, on n'est pas à l'abri des fameux Shadow Drop qui vont arriver. ouais. Moi, je mets quand même une grosse pièce sur le Assassin's Creed 4 Black Flag, le remake, Ben, que tu je sens venir gros comme une maison en fin d'année, genre mais- au mois de septembre-octobre. Vu que maintenant, il peut arriver, bon, il y a Yotei, mais Non, mais c'est ça, ça veut dire que Je pense comme qu'il va y GTA avoir 6 ça. c'est décalé, comme Oblivion. t'en as Mhm. certains qui se disaient, surtout pas à la fin d'année, mais ils sont peut-être plus ou moins prêts, ils vont peut-être se dire, on va peut-être mettre les bouchées doubles là Je pour pense, sortir maintenant, parce que après ça va être un peu plus compliqué. Je pense donc, qu'on va avoir du monde qui va arriver. C'est chouette, on aura plein de trucs à se raconter. C'est bien les années comme ça. hein. C'est ça. Je voudrais finir sur une petite expérience que j'ai vécue. Je crois que Panta a déjà vécu la même. Je me suis retrouvée au FanFest d'EVE Online, Ah ouais. le jeu de CCP en Islande. Et j'avoue que c'était une expérience assez... pas étrange, mais intéressante. Ouais. Je me suis retrouvée dans un autre monde. J'avais fait déjà des FanFest. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est EVE Online Alors EVE Online, c'est un MMORPG qui date, si mes souvenirs sont bons, de 2003. Qui a 20 ans, qui a plus de 20 ans. Ouais, et en fait, donc c'est un jeu en ligne massivement multijoueur dans lequel vous êtes tous un pirate de l'espace qui a prêté allégeance à diverses factions. Et en fait, vous devez faire ce que vous voulez. Si vous voulez être un pirate, si vous voulez être un contrebandier, un marchand, il y a des gens qui ont 5-6 comptes avec plusieurs dizaines de milliers d'euros investis et qui font du trading de ça, qui le revendent. Il n'y a pas d'histoire. C'est ça, il n'y a pas d'histoire. En fait, les gens se font leurs propres histoires et de guilde en guilde, on va fonder des véritables empires. Il va y avoir des batailles qui vont se dérouler sur plusieurs semaines. Il y a des livres Oui. qui sont écrits sur des batailles mythiques qui se sont passées entre dizaines de milliers de joueurs pendant des semaines et des semaines. Donc ça crée un petit peu, c'est un outil, un bac à sable qui va permettre aux fans de créer leur propre histoire. Et je me suis retrouvée donc au milieu de ces gens. Et là, écoute, assez étonnant pour un FanFest. Je pense que la moyenne d'âge est à 35-40 ans. Ouais. Et je n'avais autour de moi, de tous les gens que j'ai discutés, qui venaient de France, d'Allemagne, des États-Unis, j'avais des chercheurs, des spécialistes IA, des ingénieurs robotiques, des scientifiques. On est vraiment totalement dans un autre monde. Et en fait, tous ces gens qui bossent dans des milieux scientifiques, en fait, se retrouvent dans ce jeu. Partagent. On avait des gens qui travaillent au Sénat, qui sont là-dedans. Il y avait des experts de la NASA qui viennent pour discuter du rapport, donc au niveau de l'espace. Thomas Pesquet a sa guilde, évidemment. Je pense que Thomas Pesquet joue. Mais c'est extrêmement intéressant. Et j'ai notamment discuté avec une association qui s'appelle MMOS, MMO pour la science, et qui, en fait, dans ce jeu, injecte des vraies expériences, des études de recherche scientifique sous forme de mini-jeux. Et ce sont les joueurs qui aident finalement à faire avancer la recherche scientifique parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait une telle différence de typologie de joueurs qui réfléchissent différemment. Et comme je vous l'ai dit, on est quand même sur des gens qui ont un cerveau qui marche très très bien. Eh bien, ils ont fait des avancées en recherche scientifique avec des universités, notamment au moment du Covid. Ils ont eu des prix pour ça. Donc, je voulais saluer ça. Et je discutais avec Attila, qui est le patron de ça, et qui me disait, moi, j'adorerais que ce soit dans Death Stranding, parce que cette forme de recherche scientifique sous forme de mini-jeu, c'est vrai que ça collerait très très bien à l'univers. Donc, voilà. Donc, je salue les gens de chez CCP. J'ai découvert
vraiment un autre monde, un jeu et des gens. On avait même les enfants, des gens qui se sont rencontrés dans le bien. jeu qui étaient là. Voilà, c'est un monde, c'est vraiment quelque chose d'à part et studio à part. Tu veux Ouais, dire, et j'ai rencontré aussi plein de gens. Moi, je l'avais fait en 2016, le FanFest, et c'était passionnant de voir la variété de public. Tu l'as dit, il y a des gens qui sont dans des métiers extrêmement hauts, mais j'ai aussi rencontré un boulanger qui avait genre 8 comptes et qui gérait un vrai trader de fou, quoi, dans le jeu. Et il y avait aussi un père de famille qui m'avait beaucoup touché parce que il était à l'écoute des autres sur le jeu et en fait, le mot est passé comme quoi c'était une bonne oreille, une sorte de confident, et les gens allaient le voir quand ils avaient une rupture amoureuse, un décès parfois aussi, et en fait, il a tellement gagné en aura qu'on a fini par l'appeler le pape Je l'ai vu, le de pape. EVE Online, et il est cosplayé en pape quand il arrive au FanFest, et tout le monde va le voir parce que c'est une vraie C'est vraiment figure. le pape. C'est une figure, c'est assez impressionnant. Ils sont tous là, il arrive, Ouais. mais vraiment, on a l'impression que la foule s'ouvre devant lui. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Enfin, c'est vraiment un monde à part. Et les gens qui jouent à EVE Online, Ouais. c'est vrai. Ils discutent, moi j'ai discuté avec des gens, ils disaient en fait on s'est rencontrés parce que là la semaine dernière il m'a défoncé mon vaisseau et voilà, puis là ils étaient en train de boire des verres ensemble, enfin, il y a Super quelque chose ambiance, de quoi. Et c'est très une belle communauté. positif Et c'est créé, juste là, FanFest créé par CCP pour mettre un terme, enfin pour endiguer très rapidement les premiers commentaires toxiques qu'ils avaient, qui remontaient des joueurs. Et ils se sont dit, ok, vous avez des trucs à nous dire, vous venez en Islande, on vous fait venir. Et ils ont créé un FanFest pour justement mettre un terme à la toxicité, et ils n'ont quasiment pas de problème de toxicité sur ce jeu. C'est à ça qu'a servi ce FanFest. Ouais. Et c'est ce qui est très bizarre, c'est que en fait, le FanFest se déroule dans un bâtiment gigantesque. Il y a la keynote de départ où tout le monde est là, et après, en fait, tout le monde va dans les bars, dans les appartements loués pour la semaine, et en Pour fait, tout le parler monde du jeu. discute et joue ensemble et tout ça. C'est un peu leur meeting annuel, quoi. Et Donc, c'est extrêmement positif, c'est ouais. extrêmement bienveillant. Voilà. Et pourtant, il y a la plus grosse arnaque de l'histoire dans ce jeu, qui fait qu'un des membres d'une guilde Oui. avait infiltré une Oui. autre corporation dans le jeu et avait réussi à obtenir, à Pendant monter des en années. grade pendant Ouais. des années, à obtenir les codes. Ouais. Et il a vidé les caisses de cette corporation donc, dans le jeu pour donner les plans à l'autre corporation et faire une attaque massive Ouais. C'est beau. pour détruire. Il Voilà. était devenu trésorier, et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est Il une y a des des, plus belles arnaques du jeu vidéo. il y a des RH, enfin, c'est vraiment Et un c'est une vraie monde dans le corporation. monde, quoi. Donc voilà, je vous invite à suivre ça. EVE Online, c'était ma découverte hors jeu. Nous sommes arrivés au fin fond de cette émission. Mais c'était très intéressant, au fin fond de Death Stranding. Merci à tous les deux, en tout Bah, cas, d'avoir merci à toi, partagé Melinda. ça. Panta, on te retrouve sur... Sur JV, comme d'habitude, que ce soit jeuxvideo.com, le site, ou les réseaux de JV, donc Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, enfin X maintenant. Donc voilà, on essaie de faire vivre un petit peu cette communauté. Et sur ta chaîne à toi aussi. Et sur ma chaîne perso aussi, Panta JV. Julien, tout le monde sait te retrouver, mais où est-ce qu'on te retrouve pour ceux qui ne sauraient pas? Eh bien, sur YouTube essentiellement, où on a franchi la barre des 900 000 abonnés. Ouais, j'ai vu ça, Là, félicitations. moi je réalise toujours pas. Bravo. Donc merci à tous ceux qui suivent. Sinon, sur Twitter, X, là ce soir pour nous, mercredi, on a une grosse émission. On va parler de GTA 6, de Death Stranding. On va recevoir aussi le papa de Expédition 33 qui va nous dire plein de choses. Donc ça va être super passionnant. Donc voilà, au quotidien, l'actualité du gaming, évidemment. Et voilà. Vous pouvez aussi retrouver les vidéos sur Death Stranding, si ça vous passionne comme moi, de ces messieurs sur leurs médias respectifs. Et puis nous, écoutez, vous pouvez réécouter tout ça sur la chaîne Tech & Co, en replay sur le site Tech & Co, sur la chaîne YouTube et sur la plateforme RMC BFM Play, et évidemment en podcast partout. Il y a plein de jeux à faire en attendant Death Stranding. Mais qu'est-ce qu'on attend quand même, ce jeu? Enfin, moi surtout. En tout cas, jouez bien et à très vite.